Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Seyed Ems Marandi, professeur à l'Université de Téhéran et ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire. Nous voyons actuellement divers dirigeants internationaux se réunir au Caire pour établir la paix en Palestine, et cela a conduit à la création de cet événement, la Force internationale de stabilisation approuvée par les Nations Unies, ou Force internationale de maintien de la paix, comme certains l'appellent. Mais comment percevez-vous cette Force internationale de stabilisation? Est-ce une mission de maintien de la paix, une force d'occupation, ou y voyez-vous autre chose? Non, c'est une extension de l'occupation. C'est l'internationalisation de l'occupation. Cela renforce le rôle des États-Unis et lui confère une aura de légitimité, malgré le fait que les États-Unis soient co-responsables de ce génocide. Il n'est nullement question que les Palestiniens obtiennent leur indépendance ou aient leur propre pays. Il n'y a rien de vraiment positif là-dedans. C'était un plan rédigé par les États-Unis dans l'intérêt du régime israélien. Tous les groupes palestiniens s'y sont opposés. Mais je pense qu'il était évident qu'il allait être adopté lorsque tous les pays de la région qui avaient parlé à Trump du cessez-le-feu ont approuvé le plan Trump. Et ensuite, après l'avoir approuvé, ils sont allés au Caire et ont participé à ce cirque. Chaque dirigeant a montré sa subordination à Trump et son allégeance à Trump. Après cela, il était clair que cette résolution allait être adoptée, car si des pays de la région comme la Turquie, l'Égypte et les Émirats, entre autres, allaient accepter cette trahison, alors quel pays au Conseil de sécurité de l'ONU agirait différemment? Si les États de la région acceptent cette trahison, je suis sûr que des pays comme la Russie et la Chine se diraient « Pourquoi devrions-nous en payer le prix alors qu'ils ne vont ni défier les États-Unis, ni les forcer à modifier les éléments de la résolution proposée au Conseil de sécurité de l'ONU. » Bien sûr, je pense toujours que les Russes et les Chinois auraient dû y opposer leur veto, mais la faute revient à Erdogan, au président Sisi, à Mohamed Ben Zayed et à tous ces dirigeants régionaux qui ont donné le feu vert à Trump et l'ont félicité, même s'il a conduit le génocide. Sans lui, cela n'aurait pas pu se produire au cours des 10 derniers mois. Oui, je reviens tout juste de Chine, et j'entends la même chose en Russie, que la logique principale était, comme vous l'avez suggéré, que si les autorités palestiniennes l'approuvaient et que tous les dirigeants régionaux en faisaient autant, alors oui, c'était la principale raison de ne pas y opposer de veto. Mais comme vous le dites, je pense que les conséquences seront tout de même assez graves. En apposant ce sceau d'approbation et en légitimant ce qui est en réalité une occupation. Mais comment comprenez-vous la volonté des différents participants de réellement contribuer à cette force internationale de stabilisation? Parce que même les divers dirigeants arabes qui y ont adhéré, dans quelle mesure voudraient-ils vraiment y participer, en rejoignant en quelque sorte l'occupation? Je veux dire, cela ne peut pas être populaire auprès de leur propre population. Non, et c'est pourquoi, lorsque l'autorité palestinienne a accepté ce plan, tout comme le roi Abdallah de Jordanie et les autres que j'ai mentionnés, personne n'a considéré cela comme la position palestinienne. Car tout le monde sait que l'autorité palestinienne est le geôlier de Netanyahou. Ce sont eux qui font respecter sa domination sur la Cisjordanie occupée. Nous voyons des gens se faire tuer chaque jour en Cisjordanie, des populations être victimes de nettoyage ethnique en Cisjordanie, et rien n'est fait par l'autorité palestinienne pour empêcher cela. Ainsi, l'autorité palestinienne fera tout ce que Netanyahou ordonne. Mais les autres pays, les pays de la région ou ceux qui ont proposé d'envoyer des troupes, ne pourront rien faire tant que le Hamas, le djihad islamique palestinien et les autres groupes de résistance seront encore armés.
Arrêtedara road jitter that wordwood. And they have no plans to give up their arms. Because if that happens, it's clear that Parce que si ça se produit, il est clair que cette soi-disant force de stabilisation n'aura aucune efficacité. Elle ne pourra pas résister aux Israéliens s'ils décident d'envahir Gaza et de commettre un massacre. Ils commettent des massacres depuis 2 ans, mais ce qui les a empêchés d'anéantir le peuple palestinien, c'est le fait que la résistance est bien armée et profondément retranchée sous terre. Mais si la force de stabilisation intervient et que la résistance n'a plus ses armes, que feront ces soldats venus de différents pays avec leurs armes légères? Rien. Donc je ne pense pas que nous irons très loin avec cette résolution. Mais elle a déjà causé beaucoup de dégâts, car ces dirigeants, eh bien, le plus grand crime à mon avis, c'est que ces dirigeants régionaux ont blanchi le rôle de Trump et celui des États-Unis dans le génocide, et ont en pratique accordé aux États-Unis de gaz. C'est un peu comme, c'est le 19e siècle, voire le 18e siècle. C'est le modèle pour l'Inde. Vous avez le dirigeant de Gaza assis à la Maison-Blanche, entouré de son conseil royal venu de différentes parties du monde, et il détermine le sort du peuple palestinien à Gaza. Et évidemment, cela ne mènera ni à la souveraineté, ni à la dignité. Ils mettront en place une série de camps de concentration fortement surveillés. Des camps qui seront bien pires que ce que nous avons vu avant le 7 octobre. Les camps de concentration seront bien plus dystopiques. Mais je ne pense pas que nous irons jusque-là. Je ne pense pas que ce modèle, comme je l'ai dit, fonctionnera tout simplement parce que le Hamas, le djihad islamique palestinien et d'autres ne renonceront pas à leurs armes. Oui, eh bien, j'ai entendu l'argument selon lequel cet accord de paix, si l'on peut vraiment l'appeler ainsi, qu'une paix imparfaite vaut mieux pour mettre fin aux tueries. Mais l'autre point de vue, c'est que cela ne met pas réellement fin aux hostilités, comme tu l'as suggéré. Cela leur donne simplement plus de légitimité et de légalité pour continuer. Et si l'on cherche quelques signes de ce qui se passe, pour savoir si cela apporte la paix ou non, les attaques contre Gaza se poursuivent, même si nous devons désormais appeler cela une paix. De même, nous avons un cessez-le-feu au Liban, mais les bombardements dans le sud du pays ne font que s'intensifier. On nous avait promis la paix en Syrie maintenant que notre chef d'Al-Qaïda a pris le contrôle. Mais nous voyons à présent que Netanyahou se rend même dans les nouveaux territoires occupés d'Israël là-bas. Rien ne semble donc vraiment stable. Si le but même d'une paix imparfaite est de consolider un nouveau statu quo, cela semble simplement, je suppose, créer une rampe de lancement pour la poursuite des hostilités. Où voyez-vous tout cela mener, en réalité? Je pense que c'est la continuation de ce que nous avons déjà vu, car tous ces pays ont été dans le camp américain depuis le début. Vous avez mentionné la Syrie. Ce qui s'est passé en Syrie était planifié depuis des décennies, et la sale guerre a commencé en 2011 et 2012. Elle a été menée par des mandataires des États-Unis dans la région, le Qatar, d'autres régimes riches en pétrole et en gaz, le régime jordanien, le régime d'Erdogan, le régime israélien. Ils travaillaient tous ensemble sur ce projet. Ainsi, tout ce que nous voyons, c'est qu'ils mettent en œuvre la politique américaine dans l'espoir d'en tirer quelque chose pour eux-mêmes. Par exemple, Erdogan veut construire son mini-empire ottoman, et pour lui, cela lui convient. Il veut que la résistance soit détruite. Les Israéliens se renforcent, et lui peut également étendre sa sphère d'influence dans certaines parties de la Syrie, Orhak et du Caucase. Le Qatar, vous savez, fera tout ce que les États-Unis veulent afin que le régime reste au pouvoir.
Comme l'a dit un jour Tucker Carlson, le but même de la base d'Al-Udeid au Qatar était de protéger Israël depuis le début. Toutes les frappes contre la résistance, y compris l'assassinat du général Soleimani, ont été menées depuis le Qatar. Et bien sûr, nous avons vu récemment, lorsque Trump survolait le Qatar, que l'émir et son premier ministre ont couru jusqu'à l'avion et y sont entrés. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Néron, un dirigeant mondial montant dans un avion, alors que l'invité refuse de quitter le sien pour lui rendre visite. Voilà le genre de dirigeants auxquels nous avons affaire dans cette région. Donc, ce n'est pas du tout surprenant. Je ne pense pas que toi, moi ou qui que ce soit d'autre ait été surpris que le Conseil de sécurité de l'ONU ait adopté cette résolution, car aucun de ces gouvernements n'a rien fait au cours des 2 dernières années et 2 derniers mois. Aucun d'entre eux. Ont-ils rompu leurs liens commerciaux? Ont-ils rompu leurs liens diplomatiques? Ont-ils cessé d'exporter du pétrole? Ont-ils cessé d'importer du gaz? Non, aucun d'eux n'a rien fait. Ils ont tous aidé le régime israélien dans le génocide. Certains ont fait semblant de soutenir la Palestine, comme le Qatar et la Turquie, mais en réalité, ils suivaient la politique des États-Unis. Donc rien de ce que je vois ne me surprend. Je pense que nous allons assister à une poursuite de la guerre. Et juste hier, les Israéliens ont tué près de 30 personnes à Gaza, et l'Associated Press a déclaré que c'était un test pour le cessez-le-feu. Comme si Boumak s'était un massacre des gens du Squad. Comme Twitter refuse de confirmer mon âge, j'ai mis une partie des images des massacres sur mon petit compte Telegram pour que les gens puissent voir ce qui se passe. Ils tuent des enfants tous les jours, mais ce n'est même plus dans les actualités. En réalité, ça ne l'a jamais vraiment été dans les médias grand public au cours des 2 dernières années ou plus. Et maintenant, ce n'est pas un cessez-le-feu. Tu as aussi mentionné le Liban. Ils tuent des gens au Liban chaque jour. Et il y a seulement 2 ou 3 ans, ils ont massacré des personnes dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban également. Alors vois-tu une quelconque, je veux dire, tu es européen, vois-tu une condamnation venant de l'UEMR à propos de ces massacres quotidiens? Voyez-vous la moindre condamnation venant du soi-disant régime canadien favorable aux droits de l'homme, ou de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, sans même parler des États-Unis? Non, bien sûr que non. Et rien de tout cela n'a de quoi surprendre. Le seul problème du régime israélien, c'est que le monde a changé. On peut le voir aux États-Unis, les gens se sont retournés contre le régime. Et maintenant que la sorte de guerre civile aux États-Unis est en train de se dérouler, elle se joue autour du régime israélien. Au cours des derniers jours, les tensions et les démissions au Congrès, enfin la seule démission, celle de Marjorie Taylor Greene, font la une de l'actualité. Pourquoi a-t-elle été contrainte de partir? C'est évident, à cause d'Israël. Il n'y a pas d'autre raison. Mais elle devient de plus en plus populaire. Tucker Carlson, vous savez, Candace Owens, vous connaissez toutes ces personnes, vos téléspectateurs les connaissent mieux que moi. Vous avez un public très bien informé. Cela ne va pas bien se terminer pour le régime israélien. Le monde s'est retourné contre lui, et chaque jour où il tue des gens au Liban, en Cisjordanie et à Gaza, cela ne fait que renforcer la conviction que ce n'est pas un régime capable d'être pacifique. Ce n'est pas un régime qui peut respecter les lois et les accords. Ce n'est pas un régime qui sera jamais autre chose que raciste. Et le fait qu'il massacre des familles, c'est juste que ces derniers jours, il a massacré des familles à Gaza. Cela ne va pas bien se terminer pour lui. Alors, chaque fois que les gens se découragent, je leur rappelle l'Algérie, la révolution iranienne elle-même, les mouvements de résistance que nous avons vus à travers le Sud global et la majorité mondiale. Ils ont duré de nombreuses années et dans certains cas, des millions de personnes sont mortes.
Mais au final, l'oppresseur a dû se rendre. Et je pense qu'aujourd'hui, dans un monde où les gens se réveillent, malgré le fait que les réseaux sociaux se referment et que les médias dominants occidentaux deviennent de plus en plus semblables aux médias soviétiques, je pense qu'il est trop tard. Le sort du régime israélien est scellé. Oui, je pense que beaucoup de dirigeants politiques, ainsi que des journalistes, estiment qu'il vaut mieux détourner le regard comme un mal nécessaire, parce que cela est perçu comme indispensable pour établir de nouvelles réalités sur le terrain. Les droits humains doivent donc passer au second plan. Mais je pense que cette idée selon laquelle on peut consolider une nouvelle position de cette manière, si l'on met de côté tous les crimes de guerre horribles et le coût humain, est probablement une profonde erreur de calcul, car cela ne mènera à aucune stabilisation. Et l'idée que les Israéliens, même soutenus par l'Occident politique, puissent contrôler l'escalade, je pense que c'est une illusion. Cela me rappelle un peu l'Ukraine. Tant que nous continuons à raconter les mêmes histoires, encore et encore, et à détourner le regard face à ce récit ridicule, nous pensons, d'une manière ou d'une autre, que nous finirons par nous retrouver dans une position plus favorable. Mais comme vous le suggérez, non seulement les Israéliens perdent du soutien à travers le monde, mais l'Occident aussi. Je veux dire, les gens voient les images sur les réseaux sociaux. Ils savent ce qui se passe. Ils voient ces massacres massifs. Comme vous l'avez dit, les bombardements du Liban chaque jour, tuant des civils. Et quand ils lisent les journaux ou allument la télévision, il n'y a pas de véritable discussion à ce sujet. Aucune question n'est soulevée lorsqu'ils écoutent leurs politiciens. Aucune condamnation. C'est comme si cela n'existait pas. Alors, comment expliquez-vous cela? On ne peut pas faire semblant que cela n'arrive pas. La seule conclusion possible, c'est qu'ils offrent une couverture politique, ce qui, à mon avis, sera extrêmement coûteux à long terme. Oh, absolument. Et c'est intéressant que vous disiez cela. Hier encore, un journaliste occidental m'a parlé et j'ai dit, vous savez, le régime israélien fait exactement ce dont nous parlons depuis le début. Et il m'a répondu, eh bien, ils disent qu'ils visent le Hezbollah et le Hamas. Et j'ai dit, c'est un cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu. Pourquoi utilisez-vous cette logique? S'il y a un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, cela ne veut pas dire qu'ils continueront à s'entretuer. Mais ils ne tireront pas de missiles sur, disons, des raffineries. Ils ne le feront tout simplement pas. Ainsi, en ce qui concerne l'Occident, par la propagande, ils ont tellement déshumanisé la résistance en Palestine, la résistance au Liban et toute résistance à l'Empire américain, que l'esprit de ces journalistes est conditionné à accepter n'importe quelle absurdité qu'on leur présente comme une explication logique des actions du régime israélien. Ils massacrent donc des femmes et des enfants, les images existent, et ensuite, ils disent que c'est le Hamas. Alors, ces gens répètent simplement que c'est le Hamas ou le Hezbollah, même si les images montrent le contraire. Et de toute façon, c'est un cessez-le-feu. Peu importe qui c'est. Peu importe s'il s'agit du commandant du Hezbollah ou du commandant des forces de résistance dans une partie de la région. C'est un cessez-le-feu. Mais encore une fois, cela renvoie bien sûr à l'exceptionnalisme occidental, à l'exceptionnalisme américain et à l'eurocentrisme, où, d'une certaine manière, les Européens et les Américains considèrent les Israéliens comme l'un des leurs. Et c'est pourquoi ils sont également démolis. Leur image a été démolie à travers le monde, parce qu'ils paient le prix de ce que fait le régime. Mais en tout cas, ils sont exemptés de remplir leurs obligations. Si le Hezbollah tirait un seul missile sur Israël, ce serait un tollé. Il y aurait une condamnation universelle, enfin, universelle occidentale, qu'ils appelleraient universelle,
parce qu'ils se considèrent comme l'univers. Ils sont tout le monde, du moins dans leur propre esprit. Mais le fait est que c'est pour cela que nous ne pouvons pas travailler avec l'Occident. C'est exactement comme ce qui se passe avec le programme nucléaire. Si les Iraniens respectent leurs engagements, bien sûr qu'ils doivent les respecter. C'est évident. C'est le minimum qu'ils puissent faire. Mais si l'Occident ne respecte pas ses engagements, il dit, eh bien, vous savez, nous avons des raisons de ne pas respecter nos engagements. Ainsi, l'Occident viole ses engagements, les Iraniens, conformément à l'accord, cessent de respecter les leurs, et ensuite l'Iran est condamné non seulement par l'Occident, mais aussi par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui est contrôlée par l'Occident. Voilà comment cela fonctionne. Il en a été de même en Ukraine. Quand ils ont organisé un coup d'État, personne en Occident, personne dans les médias occidentaux n'a dit « c'est un coup d'État malfaisant et un gouvernement illégitime ». Lorsqu'ils ont signé les accords de Minsk et que l'Occident ne les a pas respectés, personne n'a dit « vous savez, les Russes ont raison et ils ont le droit de riposter ou de cesser leur coopération ». Non, les Russes doivent faire ce qu'ils sont censés faire, mais pas l'Occident. Les Iraniens doivent faire ce qu'ils sont censés faire, mais pas l'Occident. La colonie en Palestine n'a rien à faire, n'a pas à respecter ses engagements, mais les Libanais, les Palestiniens, les Syriens, les Iraniens, tous les autres doivent respecter les leurs. J'ai déjà commenté cela auparavant. J'ai trouvé très étrange que, pendant que nous attaquons le Liban, nous disions que c'est parce que le Hamas s'y trouve. Mais comme tu l'as dit, il y a un cessez-le-feu. Ce serait donc un peu comme si le Hamas commençait à attaquer Tel Aviv en disant « Eh bien, nous ne visons que des soldats de Tsahal, donc c'est acceptable. » C'est toujours un cessez-le-feu. Une fois qu'on demande aux gens d'analyser cette logique, ils ont généralement beaucoup de mal à s'en sortir. Je suis content que vous ayez mentionné l'Iran, car lorsque vous écoutez les politiciens israéliens, ainsi que les journalistes ou les commentateurs, vous entendez souvent cet argument. Puisque le Hamas a été affaibli, le Hezbollah a été affaibli, et que la Syrie a été mise hors jeu en remplaçant Assad par Jolani, il y a maintenant une grande opportunité. Autrement dit, l'Iran se retrouve plus exposé. Et cela est perçu comme une occasion historique d'éliminer également les Iraniens. Encore une fois, l'Iran est considéré comme la pièce maîtresse. Voyez-vous tous ces développements récents comme rapprochant, eh bien, pas nous, mais les États-Unis et Israël, d'une guerre avec l'Iran? Eh bien, vous savez, c'est un point très intéressant, car cela montre bien que tout cela n'a jamais eu quoi que ce soit à voir avec le programme nucléaire iranien. Si, selon Trump, le programme nucléaire iranien a été anéanti, alors quel est le problème maintenant? Quel est le but de menacer à nouveau l'Iran d'une guerre? Mais non, je ne pense pas que cela va avoir l'effet. Je ne pense pas que les États-Unis et le régime israélien, le récit qu'ils présentent, est celui que les médias occidentaux aiment répéter, parce que les médias occidentaux sont contrôlés par eux, ait le moindre sens. Depuis le tout début, ils disent que la résistance a été vaincue, mais Gaza est toujours armée. La résistance est toujours là. Au Liban, on dit qu'elle a été vaincue, mais elle demeure. C'est vrai, en Syrie, les Israéliens ont obtenu ce qu'ils voulaient. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est quelque chose dont nous avons parlé il y a longtemps. Le prix que le régime israélien et ses collaborateurs Erdogan et Biden paient en Syrie, et d'autres y paient aussi, est très élevé. Le chaos en Syrie leur coûte très cher, et ils doivent maintenir beaucoup de troupes sur place simplement pour se protéger. Ils ont occupé de nouveaux territoires. La Turquie et Israël se sont en quelque sorte partagés des parties du pays, mais cela leur coûte cher.
country for themselves, but it's costly for them. The Iranians and the Russians were paying a lot of money to keep Syria afloat. Les Iraniens et les Russes dépensaient beaucoup d'argent pour maintenir la Syrie à flot. Maintenant, ils ne versent plus cet argent. Et comme la Syrie est tellement détruite, la situation est bien pire aujourd'hui qu'elle ne l'était sous Assad, même sous les sanctions occidentales les plus sévères. On dit qu'il est aujourd'hui plus facile d'acheminer des choses de l'Irak au Liban qu'à l'époque du gouvernement Assad, car il y avait alors des restrictions. L'armée était plus forte et les frontières étaient sécurisées. Désormais, si quelqu'un au Liban a besoin de quelque chose, cela peut passer à moindre coût et bien plus facilement qu'avant. Voilà le désordre qu'ils se sont créés eux-mêmes. Donc, c'est pas forcément un grand avantage. Et puis au Yémen, ils n'ont pas gagné au Yémen. La résistance existe à Gaza, elle existe au Liban, elle existe au Yémen. En Syrie, c'est un grand gouffre coûteux. Et ceux qui ont soutenu ou se sont laissés berner en soutenant cette soi-disant révolution bénie en Syrie, beaucoup d'entre eux se sont réveillés face à la réalité. Dès le début, c'était un projet américain. Ils ont vu Aïcha et le chef du CENTCOM jouer au basket, ou Aïcha et l'ancien commandant Petraeus dans cette petite idylle, recevant du parfum de Trump à la Maison-Blanche. Je pense que l'illusion s'est dissipée, sauf pour les personnes les plus sectaires et fanatiquement sectaires, financées par les Qataris ou par Erdogan. Tous les autres ont vu la réalité. Et puis, dans le cas de l'Iran, tout l'objectif de l'attaque contre l'Iran pendant la guerre de 12 jours menée par les Américains et le régime israélien était de renverser l'Iran, car c'était l'argument qu'ils avançaient à l'époque, que l'Iran est faible, que la résistance s'est effondrée et qu'ils pouvaient désormais le faire tomber. Le but était de provoquer un changement de régime. Eh bien, comment cela s'est-il déroulé? Aujourd'hui, l'Iran est bien plus confiant, car il a connu la guerre et a vu que, malgré l'attaque éclair, il en est sorti vainqueur. Ainsi, les Iraniens ordinaires sont plus confiants face à la guerre qu'auparavant. De plus, la relation de l'Iran avec la Russie et la Chine a évolué depuis la guerre. Les Chinois et les Russes se rapprochent de l'Iran parce qu'ils sont inquiets, tout comme l'Iran l'est, de l'avancée de l'OTAN vers l'Est. L'Iran soutient la Russie. La Russie s'inquiète de ce qui se passe en Asie occidentale. La Chine s'inquiète de ce qui se passe en Asie occidentale. Et l'une des erreurs commises par les Européens, qui a renforcé les relations irano-russes et chinoises, a été leur tentative de mettre en œuvre le mécanisme de rétablissement des sanctions. C'était un outil qu'ils possédaient, une arme qu'ils ont utilisée contre les Iraniens ordinaires, essayant de leur faire croire que s'il était appliqué, leur économie s'effondrerait. Ils l'ont utilisé et rien ne s'est produit. Ils n'ont donc plus de levier. Et cela a mis en colère les Iraniens ordinaires, car ils ont vu que le gouvernement iranien négociait avec les Américains, tandis que ces derniers complotaient pour l'attaquer. Les Iraniens sont parvenus à un accord avec l'AIEA, même après que l'Iran a été bombardé au Caire, et pourtant les Européens et les Américains ont menti et ont poursuivi leur démarche. Ils ont tenté d'utiliser le mécanisme de rétablissement automatique. Bien sûr, les Russes et les Chinois ont déclaré qu'ils n'accepteraient pas la réactivation d'aucune résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui a aggravé l'erreur des Européens. Mais cela a créé un nouvel élan en Iran pour renforcer ses liens avec la Russie et la Chine. Ainsi, dans tous les cas, ils peuvent dire que l'Iran est faible et tenter de l'attaquer à nouveau. Mais l'Iran a remporté la première manche et il est aujourd'hui bien mieux préparé qu'auparavant. Et la situation du régime israélien ne s'améliore pas, car le mépris mondial ne cesse de croître. Les événements aux États-Unis en sont le signe. Je pense que nous avons largement dépassé le stade
où l'on pouvait prétendre que le conflit avec l'Iran portait principalement sur un programme d'armes nucléaires. Si cela concernait vraiment les armes nucléaires, comme on l'a déjà vu, un accord aurait pu être conclu. Mais il est assez révélateur qu'il y ait cette insistance à ajouter d'autres conditions, en y intégrant des limites sur les missiles balistiques, la coopération avec les alliés régionaux et même des restrictions sur un programme d'énergie nucléaire civile. Tout cela ressemble beaucoup à une tentative de forcer l'Iran à une capitulation économique et militaire. Cet argument est donc devenu assez faible, à mon avis. Je suis content que vous ayez mentionné les sanctions de rétablissement automatique, car je voulais justement vous interroger à ce sujet. Les 3 pays européens, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ont rétabli ces sanctions. Désolé, il s'agit de l'Europe, pas de l'UMER. Mais encore une fois, cela n'a pas eu l'effet escompté. Comme vous l'avez dit, les Chinois et les Russes l'ont rejeté. L'Iran n'est pas venu ramper vers l'Europe pour essayer de trouver une nouvelle solution. Au contraire, nous voyons maintenant que les 3 Européens, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ont déclaré il y a quelques jours qu'ils voulaient relancer la voie diplomatique avec l'Iran. Ils n'ont pas mentionné les sanctions de rétablissement automatique, ni indiqué s'ils allaient faire quoi que ce soit à leur sujet. Mais selon vous, comment l'Iran va-t-il réagir à cela? Parce que vous et moi en avons déjà parlé, et comme vous l'aviez dit à l'époque, c'était essentiellement la principale influence que les Européens exerçaient sur les Iraniens. Mais voyez-vous un moyen pour les Européens de se frayer à nouveau un chemin vers un tel rôle diplomatique avec l'Iran? Pas vraiment. Je pense que cette époque est révolue. Les Européens avaient une bonne occasion d'exercer une influence particulière en Iran, en négociant avec ce pays et en utilisant la question nucléaire comme un pont entre l'Iran et les États-Unis. Mais au fil des années, ils ont montré qu'ils n'étaient rien de plus que des intermédiaires. Ils exécutent les ordres de Washington. Lorsque les Iraniens ont signé l'accord au Caire, il y a quelques semaines, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, les Européens ont promis que s'ils signaient, ils feraient avancer les choses et trouveraient une solution. Les Iraniens savaient qu'ils ne le feraient pas. Ils savaient que les Américains ne le permettraient pas. Mais ils l'ont signé quand même, juste pour montrer que les Iraniens font preuve de bonne volonté et que les Européens ne sont pas honnêtes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Européens ne sont ni sincères, leurs dirigeants, ni compétents. Alors pourquoi l'Iran devrait-il négocier avec l'Europe, alors qu'elle n'a aucun rôle dans le processus de décision mené en Occident? Tout vient de Washington, comme pour l'Ukraine, comme pour tout le reste. Les Européens peuvent faire beaucoup de bruit, mais au bout du compte, ils se précipitent tous à Washington et s'assoient devant le maître d'école, en espérant qu'il leur sourira un instant ou deux. C'est le signe que le rôle de l'Europe dans la politique mondiale, relativement parlant, est arrivé à son terme. Et les Iraniens ne vont plus leur faire confiance après ce qu'ils ont fait. Je pense donc qu'aujourd'hui, la priorité de l'Iran est de consolider ses relations avec les pays de la majorité mondiale, les nations des BRICS, celles de l'Organisation de coopération de Shanghai, ainsi qu'avec la Russie et la Chine, bien sûr. Cela ne signifie pas que l'Iran ne parlera plus aux Européens, ni qu'il ne s'adressera plus jamais aux Américains à l'avenir. Mais cela montre que les Iraniens ne se laisseront plus duper par l'Occident et qu'ils ne se laisseront pas intimider par lui non plus. Si l'Occident veut entretenir un autre type de relation avec l'Iran, il doit fondamentalement changer sa manière de se comporter. Et je pense que c'est un problème mondial pour l'Occident en ce moment. La façon dont il traite l'Inde, le Brésil et l'Amérique latine. Vous savez, faire exploser des bateaux dans les Caraïbes,
simplement assassiner des gens, des innocents que nous ne connaissons même pas. Il est clair qu'aucun de ces bateaux n'était destiné aux États-Unis. Mais ils tuent désormais des gens et ils menacent un pays après l'autre. Le Nigeria un jour, l'Afrique du Sud le lendemain. Tout cela est très très étrange. Nous vivons une époque vraiment étrange. Mais ce n'est pas seulement l'Iran, c'est un problème que le reste du monde a désormais avec les États-Unis. Eh bien, oui. Donc l'Europe, c'est l'une de mes grandes frustrations à l'égard des dirigeants européens. Cette incapacité à s'adapter à la réalité, au monde tel qu'il est aujourd'hui. Cela rend notre continent de plus en plus vulnérable, moins prospère et aussi plus insignifiant. Ce que je veux dire par ne pas s'adapter à la réalité, c'est que beaucoup de ces comportements auraient pu fonctionner dans les années 1990, dans une large mesure, à une époque où l'Occident politique était d'une part plus uni, mais aussi le seul acteur en jeu. Cela signifiait que les pays que nous bousculions devaient soit s'adapter, soit accepter d'être affaiblis jusqu'à devenir insignifiants. Mais dans un monde multipolaire, le jeu est tout à fait différent. Il y a d'autres acteurs. Et lorsque les pays s'engagent dans ce type de coercition, nous finissons par nous isoler. Comme vous l'avez dit pour moi, c'est ce qui s'est passé avec les Russes, mais aussi avec ce qui se déroule en Afrique et en Amérique latine, et avec l'Iran également. Cette idée que si nous imposons simplement suffisamment de sanctions, au lieu de provoquer une réaction farouche, ils reviendront en rampant et accepteront tout ce que nous mettrons sur la table. Encore une fois, tout cela repose sur l'hypothèse qu'il n'existe qu'un seul pouvoir central. Et comme vous le suggérez, l'Iran se rapproche désormais plutôt de la Chine et de la Russie. Mais sur ce point, ma dernière question est la suivante. En termes de géopolitique de l'Iran, comment l'Iran perçoit-il ce rapprochement avec la Chine et la Russie sans risquer de compromettre son autonomie stratégique? Car l'Iran a une tradition de prudence vis-à-vis d'une trop grande dépendance à des forces extérieures. Et encore une fois, je n'emploierai pas le mot obstiné, car je suis tout à fait favorable à cette approche. Celle qui consiste à éviter de devenir excessivement dépendant de tout État étranger, même s'il est très amical, comme le sont la Chine et la Russie envers l'Iran. Mais comment la construction de cette nouvelle constellation multipolaire s'accorde-t-elle avec la priorité de l'Iran de ne pas compromettre sa propre autonomie stratégique? Je pense que c'est en partie la culture politique née après la Révolution, qui empêche l'Iran de céder une part de sa souveraineté. La Constitution elle-même, par exemple, n'autorise aucun gouvernement étranger à établir de base dans le pays. C'est un pays farouchement indépendant. Même lorsque, comme vous l'avez souligné, l'Occident était le seul acteur en présence, l'Iran faisait déjà preuve de défiance. Et c'est pour cela qu'il a finalement été qualifié de membre de l'axe du mal. Je veux dire, les deux autres membres n'étaient pas très importants. C'était vraiment l'Iran qui était au centre de l'attention. Pourtant, ils n'ont pas réussi à affaiblir le pays. Cela montre à quel point les politiciens iraniens peuvent être indépendants d'esprit et d'une manière positive, obstinés, face à l'oppression occidentale, à l'hégémonie occidentale et aux tentatives occidentales de domination. L'amélioration des relations de l'Iran avec la Russie et la Chine s'inscrit dans ce cadre. L'Iran ne cherche pas à se placer sous une sorte de parapluie chinois ou russe. L'Iran peut se défendre lui-même, mais il souhaite entretenir une coopération étroite avec tous les pays amis, tant que la souveraineté des deux parties est respectée. L'une des choses que les Américains ont faites, c'est de nous aider, par leur hostilité, à développer des liens plus solides et plus étroits avec les pays non occidentaux.
Sinon, même si l'économie mondiale évolue et se déplace, notamment vers l'Asie, qui est en plein essor, l'Iran s'est traditionnellement beaucoup tourné vers l'Occident en matière d'éducation et de commerce. Ainsi, l'Occident, en attaquant l'Iran, en le battant, en le punissant, en lui nuisant et en le sanctionnant, a en réalité encouragé l'Iran à explorer ces nouvelles opportunités. Sans l'Occident, nous serions probablement encore complaisants à l'égard des opportunités existant en Chine. C'est, je pense, un point vraiment intéressant. Donc même si nous sommes antagonisés, blessés et punis, nous avançons tout de même plus vite vers l'avenir que nous ne l'aurions fait autrement, grâce à l'Occident. Mais en plus de cela, la position de l'Iran aujourd'hui est bien plus forte qu'auparavant. Les Russes et les Chinois ont eux aussi besoin de l'Iran, car les Russes savent qu'un Iran affaibli serait dangereux pour la Russie, et les Chinois savent qu'un Iran affaibli serait dangereux pour la Chine. Ils voient comment les États-Unis mènent des combats sur tous ces fronts différents, et que si ceux-ci remportent un succès quelque part, ils deviendront plus agressifs sur les autres fronts. Ils ont donc besoin de l'Iran, et cela montre la force intérieure et la puissance de l'Iran. Et l'Iran aujourd'hui, à bien des égards, Glenn, est différent d'il y a 2 ans. L'Iran est plus confiant sur le plan militaire. Le pouvoir d'influence de l'Iran est bien plus grand qu'auparavant. Il y a 2 ou 3 ans, tout le monde, enfin, tous les médias, s'exprimaient contre l'Iran. Il était présenté comme le pays le plus malfaisant de la planète, selon les médias occidentaux. Ce n'est que plus récemment que les Russes ont commencé à gagner du terrain et à devenir des rivaux dans cette malfaisance. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, les gens voient le régime israélien comme malfaisant. Ils considèrent les États-Unis et les Européens, leur gouvernement, comme complices du génocide. Et l'Iran est la seule force qui se tient aux côtés du peuple palestinien à Gaza. Ainsi, la situation s'est inversée. Et cela n'augure rien de bon pour le régime israélien, ni pour les États-Unis. Mais la bonne nouvelle, comme je l'ai dit plus tôt, c'est que le monde s'est réveillé. Les gens à travers l'Europe se sont réveillés. Les gens à travers les États-Unis se sont réveillés. Pas complètement, certains dorment encore. L'une des choses les plus fascinantes, Glenn, je suis sûr que tu as vu les images de cette ancienne rédactrice de discours d'Obama et de Clinton, faisant ces remarques très sinistres lors de 2 rassemblements différents, où dans un cas elle a dit, tu sais, nos enfants, c'est-à-dire les jeunes juifs, considèrent, je crois qu'elle a dit, mes arguments comme grotesques ou quelque chose comme ça. Parce qu'ils le voient à travers un mur d'enfants morts, quelque chose comme ça. Je mélange un peu certaines des choses qu'elle a dites. De jeunes juifs, fréquentant des écoles juives contrôlées par des sionistes, se retournent contre eux, contre leurs propres parents, contre les écoles, contre le récit. Et cela montre surtout que le sionisme n'est pas le judaïsme. Cela montre que les Juifs s'opposent tout autant au génocide que le reste d'entre nous. Les Juifs décents sont de plus en plus nombreux dans les rangs de la résistance, en particulier les jeunes Juifs. Et rien de tout cela, aucun de ces faits, n'augure rien de bon pour le sionisme ni pour les néoconservateurs. Oui, c'est Sarah Hurwitz. Elle a fait remarquer que lorsqu'elle avançait des arguments pro-israéliens, elle devait le faire à travers un mur d'enfants morts. Et je crois que sa solution consistait à limiter ou interdire les smartphones dans les écoles juives afin que les élèves ne soient pas trop exposés aux horreurs, car cela pourrait influencer leur vision du monde et affaiblir leur soutien inconditionnel à Israël. Donc, encore une fois, comme tu l'as souligné plus tôt, l'effondrement de son image et de son soutien se manifeste de manière très critique. C'est désormais devenu un vrai problème. Et toute l'idée du soft power, que seule la puissance dure compte, je suppose,
est intéressante à examiner. Quoi qu'il en soit, je t'ai déjà pris assez de temps un dimanche matin, alors merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est un honneur, Glenn. Merci beaucoup de m'avoir invité.